On va aborder dans notre troisième table ronde la pollution de l'air et des eaux. Les particules plus ou moins fines, les oxydes d'azote, le dioxyde de soufre, les composés organiques volatiles, l'ozone, l'ammoniac, ils sont dans l'air qu'on respire, invisibles. Les nitrates qui font proliférer les algues vertes, les phosphates dans les cours d'eau, les pesticides dans les nappes phréatiques. On va arrêter là cet inventaire à l'après-vert. Contrairement au réchauffement climatique, dont les effets peuvent être parfois complexes à percevoir, la pollution s'infiltre dans nos organismes, abîme notre santé, bouleverse les écosystèmes. En France, selon les modes de calcul, on estime que la pollution de l'air est à l'origine de 48 000 à 67 000 morts prématurées chaque année. Des directives européennes imposent pourtant des normes à respecter, notamment dans l'air, pour les particules fines et le dioxyde d'azote. Récemment, l'OMS a abaissé les seuils qu'elle estime acceptables pour les principaux polluants dans l'air. Je cite le directeur régional de l'OMS pour l'Europe, l'air pur devrait être un droit humain fondamental. On peut y ajouter des eaux propres. Et si c'est un droit, alors peut-on le faire respecter par la loi? On va en parler avec nos trois invités. Sabine Roux-Bézieux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de la Fondation de la mer, membre du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Jean-François Juliard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Greenpeace France. Et Patrick Friedman, bonsoir. Vous étiez jusqu'à très récemment président de la Cour administrative d'appel de Paris. Alors on va un petit peu commencer comme on le fait pour chacune de ces tables rondes, par un petit état des lieux de cette pollution de l'air et des eaux. Peut-être, Jean-François Juliard, vous pouvez nous dire, on dit quand même que ça va un petit peu mieux depuis 20 ans, que la pollution atmosphérique s'arrange au niveau de la France. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on respire mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans? Alors ça dépend où on se situe, mais vous avez dit en France, c'est vrai qu'en France, il y a plutôt une baisse de certains polluants atmosphériques. Ce qui est certain, c'est qu'on documente de mieux en mieux aussi les impacts de ces polluants, et vous l'avez dit, aujourd'hui on est capable de chiffrer à quelques dizaines de milliers de décès prématurés liés à la pollution de l'air. Ce qui est inquiétant, c'est aussi la situation dans le monde, c'est que l'OMS, qui a effectivement rabaissé ses seuils face à cette préoccupation grandissante, a d'ailleurs qualifié la pollution de l'air de principale menace environnementale pour la santé humaine aujourd'hui sur la planète. Donc c'est un peu une sorte d'alerte rouge lancée par l'OMS sur ce sujet-là, et en disant qu'aujourd'hui on estime à 7 millions dans le monde les décès prématurés en raison de la pollution de l'air, avec des liens de causalité qui sont de mieux en mieux établis aussi par les professionnels de la santé, entre l'impact de la pollution de l'air et des maladies respiratoires bien sûr, mais aussi les AVC, aussi les infarctus. On sait aussi que des catégories de population sont plus exposées, les enfants, les personnes les plus âgées, les personnes plus fragiles. On sait aussi que certaines activités nous exposent plus, quand on fait du sport, quand on est à proximité de certains espaces routiers, autoroutiers par exemple, et tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'éléments qui ne sont pas là pour nous rassurer. Alors c'est vrai que d'un côté, il y a cette baisse de certains polluants, mais on se rend compte plus de l'impact. Mais on se rend compte plus, c'est de mieux en mieux documenté. On est en train de découvrir après les particules fines, les particules ultra fines et tout l'impact que ça peut avoir aussi et tout ça. Donc, et du coup, la réglementation doit rattraper aussi à chaque fois ce qu'on découvre. À chaque fois qu'on découvre un nouveau polluant, on n'a pas forcément la réglementation qui va avec. C'est pour ça que l'OMS a rabaissé ses seuils, par exemple, parce qu'effectivement, elle avait des seuils qui avaient, je crois, plus de 10 ans, qui n'avaient pas bougé depuis plus de 10 ans, et s'est rendu compte que ces seuils ne valaient plus dire grand-chose. Aujourd'hui, l'OMS dit que 90% de la population mondiale vit dans des zones où on dépasse un certain nombre de seuils, notamment pour les particules fines. Donc en rabaissant ces seuils, finalement, ça veut dire qu'on est concerné à peu près toutes et tous sur la planète, avec de fortes disparités régionales. Selon les pays où on vit, on est moins exposé en France et en Europe qu'on ne peut l'être en Inde, par exemple, qui est l'un des pays, si ce n'est le pays le plus touché sur la planète par ces questions de pollution de l'air. Mais ça veut dire que c'est une préoccupation majeure, globale, mondiale aujourd'hui. Alors, on va parler de la mer, justement, avec vous, Sabine Roux-Bézieux. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des réglementations de la même manière qu'elles existent pour l'air? J'ai l'impression que c'est assez complexe. Bon, déjà parce que les océans couvrent 70% de la planète et que, évidemment, c'est peut-être encore plus interconnecté que nos territoires. En effet, alors l'océan est mondial. On parle souvent d'un seul océan qui fait le tour de notre planète. L'eau y circule, l'air y circule aussi. On peut aussi parler des fleuves, puisque les fleuves traversent souvent plusieurs pays. Et la question de l'eau, qu'elle soit salée ou douce, finalement,
échappe parfois au droit national et est réglé à un niveau européen, mais très souvent aussi au niveau mondial. Et les questions environnementales sur la pollution de l'air et de l'eau se traitent souvent dans le cadre de conventions cadres ou de protocoles. Et le protocole de Montréal et puis la fameuse convention sur le changement climatique de Rio 1992. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ces organismes ou les agences de l'ONU qui travaillent sur ces questions-là ont de l'impact. On parlait tout à l'heure de l'OMS, mais on peut dire la même chose de l'Organisation maritime internationale qui a fixer des seuils maximum d'émissions pour les SOx et NOx, donc dioxyde de soufre et oxyde d'azote. Ces seuils ont été pris en compte par le transport maritime. Et une étude finlandaise explique que l'abaissement de ces seuils a permis d'éviter 570 000 morts entre 2020 et 2025. En tout cas, de morts prématurées entre 2020 et 2025. Donc la réglementation, elle doit se faire au niveau international quand il s'agit de l'océan. Et le droit public qui concerne l'océan, qui est connu, c'est la Convention de Montego Bay de 1982, qui définit les règles de droit sur l'océan. Je ne sais pas si vous le savez, mais 64% de la surface de la planète est constituée de haute mer, c'est-à-dire qui échappe complètement à toute juridiction nationale. Et c'est l'endroit qui mérite d'être pris en compte et qui est aujourd'hui assez peu réglementé. Les interdictions qui existent en haute mer, c'est le trafic illégal de stupéfiants, c'est la piraterie et le transport d'esclaves, plus les émissions radiophoniques illégales. Donc, vous voyez bien que c'est un peu daté tout ça. C'est un peu daté et la question de la pollution de l'air et de l'eau n'y est pas traitée. Alors, elle est traitée par des organisations comme l'OMI, mais il nous semble, nous, à la Fondation de la mer, que la Convention de Montego Bay devrait être une forme de constitution, finalement, pour la haute mer, une colonne vertébrale du droit, et qui inclut dans les infractions qui permettent, par exemple, à des marines, comme la Marine nationale française, d'interpeller un bâtiment qui aurait commis une pollution. Aujourd'hui, la marine ne peut pas interpeller un bateau qui a commis une pollution en haute mer. Et juste un mot sur ce qu'on disait aussi sur les nouveaux polluants. De la même manière, dans les mers, il y a des polluants qu'on ne connaissait pas qui apparaissent et pour lesquels il n'y a pas forcément de normes, puisque jusqu'ici, on ne les détectait pas. Donc, la science est toujours un petit peu en avance par rapport au droit qui court un peu derrière. En effet, alors, par exemple, dans les nouveaux polluants qui sont aujourd'hui peu pris en compte dans l'eau, il y a les antibiotiques. Le traitement des eaux usées font leur travail. Ça a un effet sur les poissons, notamment sur la faune marine. Absolument, absolument. Et donc ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui pas traité dans les stations d'épuration. C'est un nouveau phénomène et le droit va devoir prendre en compte. Mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Et donc c'est un travail des organisations comme les nôtres, avec des scientifiques, pour contribuer à faire évoluer le droit. Il y a aussi la question de la pollution sonore. On en parle aussi de plus en plus. Le bruit, dont on voit bien les impacts négatifs, par exemple, sur les mammifères marins. Le bruit quoi, des navires qui passent, par exemple le bruit des activités humaines en mer. Parce qu'au fond, l'océan irait très bien s'il n'y avait pas d'activité humaine. Bon, on a besoin d'activité humaine. 85% du commerce mondial passe par voie de mer. Donc ça fait énormément de bruit. L'Organisation maritime internationale commence à s'intéresser à cette question-là. C'est encore très en retard, puisque la directive sur le milieu marin de 2008 fixait un principe de réduction du bruit, mais pas d'éléments chiffrés, donc il va falloir y venir. Et donc les navires commencent à se poser la question du bruit, mais toutes les activités humaines font du bruit. Les éoliennes, par exemple, en mer, font du bruit. C'est extrêmement bruyant quand on pose les pieux, mais c'est également bruyant pendant que l'éolienne tourne. C'est 120 décibels, une éolienne en fonctionnement. Le transport maritime, on est entre 180 et 250 décibels. Donc on voit bien que ces activités humaines ont un impact sur le bruit qui est aujourd'hui pas du tout pris en compte. Qui n'est pas du tout effectivement réglementé. Patrick Fruyman, donc vous étiez jusqu'à très récemment président de la Cour administrative d'appel de Paris. Que peut le droit face à des problématiques qui sont tellement transnationales? On le voit bien avec les questions de mer et de l'air. Le juge français, le juge administratif français, déjà, il faut qu'il soit saisi et que peut-il faire ? Il n'a pas prétention à résoudre les problèmes du monde. Voilà. Il essaye de résoudre les problèmes qui se posent à la France. Et il est vrai que dans certains cas, la dimension internationale des problèmes est un obstacle. Il ne faut pas le dissimuler. Heureusement, le droit
européen s'est saisi de la question. D'ailleurs, l'essentiel du droit français maintenant en ces matières est une transposition du droit européen. Et par conséquent, déjà à l'échelle européenne, on peut dire que les choses sont relativement bien saisies par le droit. Après, il y a naturellement les problèmes mondiaux, et là, on souffre peut-être quand même d'une insuffisance de l'organisation internationale en matière de pollution. Il n'y a pas véritablement d'organisation internationale de l'environnement. Bon, il y a un programme des Nations Unies pour l'environnement, il y a quand même une organisation maritime, mais il est vrai que le domaine de la pollution, de la lutte pour la préservation de l'environnement n'est pas sans doute pas suffisamment saisi par la communauté internationale. Heureusement, il y a quand même la COP21, etc. Mais on voit bien qu'il y a un certain manque. Alors, il est vrai qu'au niveau national, ce que nous pouvons faire, c'est nous attaquer aux problèmes à notre échelle. Et nous l'avons fait quand même, le Conseil d'État l'a fait, la juridiction administrative dans son ensemble essaye de le faire, avec naturellement toujours un petit temps de retard, parce qu'on disait il y a un temps de retard, mais déjà il y a un temps de retard de la science par rapport à la réalité. On commençait. On découvre déjà, première chose. Et alors ensuite, il y a un retard du droit par rapport à la science, du droit dans sa création. Et puis ensuite, il y a un retard de l'application du droit par rapport à sa création. Ça fait beaucoup de retard qui s'accumulent dans un domaine où, au contraire, il faut aller de plus en plus vite pour traiter les difficultés. Alors, ce que nous faisons, encore une fois, évidemment, pas tout ce qui serait possible de faire dans l'absolu, mais quand même, je voudrais revenir peut-être sur la décision, même si on en a beaucoup parlé. Oui, des Amis de la Terre, mais on peut... Des Amis de la Terre, parce que c'est une décision qui est tout à fait emblématique. Il faut rappeler, c'est un collectif d'associations qui considère que l'État ne tient pas ses engagements européens sur la pollution de l'air. Donc on est sur ces fameux taux de... Alors que je ne dise pas de bêtises, c'est du dioxyde d'azote et les particules fines. Voilà. Et là, il y a eu une astreinte, c'est-à-dire qu'à force de dire à l'État, vous ne remplissez pas vos propres objectifs, finalement, vous dépassez toujours ces taux. Il y a une astreinte de 10 millions d'euros qui a été, une amende de 10 millions d'euros qui a été donnée à l'État. Enfin, c'est une astreinte. C'est pas une amende. Peut-être pour expliquer au public qui n'est peut-être pas forcément familier tout ça. Donc, effectivement, ce n'est pas une amende, c'est une astreinte. Donc, l'astreinte, c'est une somme qui est imposée donc, à une personne qui a fait l'objet d'une condamnation pour la contraindre à exécuter la condamnation. Et donc, ce qui reproche, entre guillemets, il ne s'agit pas de présenter les choses tout à fait comme ça, mais enfin, ce qu'a constaté le Conseil d'État, c'est que l'État n'avait pas, donc en 2020, n'avait pas exécuté convenablement une décision datant de juillet 2017, par laquelle il avait été constaté que l'État ne remplissait pas parfaitement ses obligations résultant effectivement de la directive européenne de 2008, et le Conseil d'État ayant enjoint au gouvernement de prendre un certain nombre de mesures, donc notamment des plans de lutte contre la pollution dans 13 zones où il avait été constaté de façon objective, scientifique, que ces objectifs n'étaient pas respectés. Et en août 2021, donc il y a quelques mois, le Conseil d'État a effectivement prononcé l'astreinte effectivement au titre du premier semestre de l'année 2021. Ça veut dire que c'est renouvelable. Pour les 6 mois suivants, il y aura peut-être à nouveau 10 millions. Que c'est renouvelable, naturellement, si ça n'est toujours pas exécuté, avec la possibilité d'adapter le montant, les modalités, etc. Mais effectivement, le principe, c'est que l'État, quand même, donc, est condamné, étant qu'il n'aura pas exécuté cette décision, il sera condamné semestre par semestre, et j'espère que ce sera le moins longtemps possible, parce que l'objectif, c'est pas de condamner l'État, c'est que naturellement, les chiffres soient respectés, qu'on lutte effectivement contre la pollution. Alors, vous disiez tout à l'heure, c'est négligeable pour l'État 10 millions d'euros. C'est une question. Il y a toujours évidemment le verre à moitié vide, à moitié plein. Nous considérons quand même ce montant inédit en matière de condamnation à des astreintes. Jamais l'État n'avait été condamné, ou une personne en général avait été condamnée à de tels montants. C'est pas quand même tout à fait négligeable, parce que, bon, sur l'aspect budgétaire, je reconnais que 10 millions, c'est une goutte d'eau dans le budget de l'État. Mais quand même, l'État doit justifier de cela devant le contribuable. Quand on condamne l'État, il faut toujours rappeler que c'est quand même, in fine, le contribuable qu'on condamne. Bon, les Français ne payent pas des impôts pour que l'État soit condamné à des astreintes. C'est pas pour ça qu'ils payent des impôts. C'est pas parce que l'État n'exécute pas ses justice, et grâce à leurs impôts paye les condamnations. Donc, oui, ça a un impact aussi en termes d'image, bien sûr. Ça a un impact en termes d'image. Je crois que c'est non négligeable quand même. 10 millions d'euros, ça n'est pas rien. Mais il faut que l'État justifie. Donc s'il est condamné à nouveau chaque semestre à payer 10 millions d'euros, ça va commencer à faire beaucoup. Ça fera quand même un peu désordre vis-à-vis des Français. Alors Jean-François Juliard, je crois que justement Greenpeace fait partie des requérants, des Amis de la Terre qui sont... Exactement. qui ont choisi ce mode d'action.
C'est assez inédit. On a l'impression, en tout cas, que là, on essaye de porter des... au lieu d'attaquer pour... on essaye de se baser justement sur des directives européennes, sur des normes et d'avoir des actions... Alors, ce n'est pas des actions de groupe, parce que c'est les ONG qui les mènent, mais il y a quelque chose de global là, qui se passe. Oui, il y a un vrai phénomène aujourd'hui autour de cette justice climatique ou justice environnementale. Et c'est vrai que les associations environnementales que nous sommes cherchent tout le temps des moyens d'obtenir un impact. Parce qu'à la fin, c'est ce qu'on cherche, à changer le monde pour qu'il soit moins pollué, moins dans une crise climatique ou moins sujet à des crises environnementales. Et en fait, ça fait quelques années maintenant que les ONG qui travaillent sur les questions environnementales se disent que le levier juridique est un outil complémentaire à nos modes d'action traditionnels. Et ce n'est pas une baguette magique non plus qui résout tous les problèmes, mais c'est un mode d'action qui vient compléter tout le travail plus traditionnel mené par les ONG, travail de mobilisation citoyenne, travail de documentation, de production d'expertise ou de contre-expertise, etc. Et on voit bien que ça porte ses fruits. Le problème aujourd'hui, nous on a deux demandes et deux inquiétudes, deux préoccupations par rapport à tout ce qui se passe. C'est d'une part le temps que ça prend, parce que vous l'avez dit, l'astreinte est venue, mais dans le dossier pollution de l'air, mais ça a pris 10 ans. Ça a pris, non, ça a pris 10 ans. Entre le moment où il y a eu le début de l'action en justice et le moment où il y a eu cette astreinte, c'est plus 10 ans, c'est extrêmement long. 10 ans aujourd'hui, quand on est sur une crise aussi forte que celle de la pollution de l'air ou la crise climatique, où les Nations Unies et tous les scientifiques du climat, le GIEC, nous disent qu'on a 10 ans pour agir, s'il faut attendre 10 ans qu'il y ait une astreinte sanctionnant un État, c'est bien trop long. Donc c'est vrai que nous, on demande à ce que les astreintes soient prononcées bien plus tôt dans la procédure. C'est ce qu'on a fait dans le recours à l'affaire du siècle, dans lequel Greenpeace est partie prenante aussi sur les questions climatiques cette fois. On a demandé à ce que l'astreinte soit prononcée bien plus tôt. Donc là, on n'a pas été suivi la semaine dernière dans une audience au tribunal administratif de Paris où la rapporteure publique n'a pas suivi là-dessus. Mais bon, c'était notre demande. Et la deuxième demande, c'est que les injonctions qui sont prononcées dans ces affaires-là vis-à-vis de l'État, elles soient les plus précises possibles. Parce que souvent, une injonction, c'est on enjoint l'État à prendre toute mesure utile. Ça veut tout dire et rien dire. Il ne peut pas remplacer le gouvernement. Il ne peut pas dire vous devez investir dans telle énergie, vous devez faire ça. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ce que. Mais oui, parce que nous, on aimerait bien que le juge effectivement soit en situation de pouvoir dire non pas il faut passer telle loi ou telle loi, parce que ça c'est pas au juge de dire ça, mais de dire il faut agir dans tel domaine ou dans tel domaine, parce que sur la crise climatique par exemple, on sait que les zones où il faut agir, c'est le domaine des transports, le domaine des logements, le domaine de l'agriculture. En France, en tout cas, c'est là que sont les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi est-ce qu'un tribunal ne pourrait pas spécifier à l'État qu'il faut agir dans ces domaines-là? Parce que après tout, c'est par rapport à ces domaines-là que le tribunal administratif a été saisi. Et c'est vrai que ça permettrait d'avoir des demandes qui soient plus précises, mieux circonscrites et qui permettraient effectivement de renforcer cette pression, parce que c'est aussi une question de pression sur un État pour qu'il agisse plus vite et surtout plus précisément là où sont les problèmes. Réponse de Patrick Oui, Raynal. alors, vous savez, d'abord, le juge se prononce sur la base des conclusions qu'on lui soumet. Alors, elles ne sont pas toujours suivies, ça va être autre chose. Mais déjà, parce qu'on peut imaginer dans certaines hypothèses qu'effectivement, le juge soit saisi de telle façon qu'il soit amené à prononcer une injonction concernant un des domaines spécifiques que vous évoquez. Ça, c'est pas inimaginable. Mais après, il faut... On ne peut pas les sortir du chapeau. On ne peut pas les inventer. Du chapeau, ça c'est sûr. Et après, il y a quand même, je viens le rappeler à juste titre, il y a quand même, bien entendu, la réserve du juge à qui il n'appartient pas de faire la politique du gouvernement à la place du gouvernement. On l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais on ne le répète jamais assez. Donc, bien entendu, ce n'est pas au tribunal administratif ni au Conseil d'État de fixer la politique du gouvernement, mais je me pense qu'il y a un certain nombre d'hypothèses où on pourrait amener le juge, et d'ailleurs ça a été fait dans certains cas, à prononcer des injonctions qui concernent des domaines particuliers. D'ailleurs, les particules fines et dioxyde d'azote, on est déjà quand même un petit peu dans le particulier. On a été dans 13 zones, et pour des objectifs particuliers, donc on est déjà quand même un petit peu dans cette logique. Alors après, il faut que effectivement le juge soit saisi de telle façon, et là, ce sont bien entendu, notamment les partenaires que j'ai ici, et bien d'autres, de faire leur travail pour que effectivement, le juge soit amené à se prononcer. Par exemple, sur la fameuse amende là, dont nous parlions, des 10 millions d'euros, ce qui est intéressant, c'est que le Conseil d'État dit voilà comment on répartit cette astreinte. C'est-à-dire que on ne dit pas seulement à l'État vous payez 10 millions, et là le juge a vraiment fait un travail presque de fourmi, de dire alors on donne 3 millions d'euros à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, 2,5 millions au Centre d'études et d'expertise sur les risques. Enfin, ça va très loin quand même aussi de dire on décide qui va pouvoir toucher ou pas. Alors c'est peut-être
pour éviter qu'aussi que le requérant finalement touche l'entièreté de cette somme et que certains partent à faire des actions de justice climatique pour gagner de l'argent. Donc parce que c'est quand même particulier pour le juge de décider. C'est presque donner les subventions à la place de l'État, non? Je ne sais pas. Hein. Oui, alors je sais pas, ça pose question. On peut le présenter comme ça, c'est pas tout à fait ça. Non, effectivement, en réalité, ça répond à une difficulté juridique. C'est que vous donnez une astreinte. Lorsque effectivement on constate qu'une décision de justice n'est pas exécutée, on condamne la partie perdante à passer à la partie gagnante, donc une astreinte. Mais on ne veut pas non plus que ça débouche sur un enrichissement indu d'une partie, si vous voulez, en l'occurrence l'association. Donc vous avez donné très peu aux amis. On ne va pas la rendre richissime, ça n'est pas ça l'objet. Mais alors le texte prévoit que lorsqu'il en est ainsi, on ne peut pas éviter l'enrichissement excessif d'une partie, on doit donner le surplus à l'État. Alors évidemment, ici, ça n'est pas tout à fait adapté, puisque c'est précisément l'État qui est condamné à verser l'astreinte. Et d'où l'innovation qui a été faite par le Conseil d'État à cette occasion, on a déjà commencé un petit peu dans la jurisprudence avant, effectivement d'aller choisir des institutions, alors publiques ou privées, dont l'objet est en rapport avec l'objectif poursuivi. Avec le litige. Et d'ailleurs, le choix, effectivement, après on peut en discuter, des montants et de la répartition, le choix avait été fait en consultation avec les parties à l'instance, et donc elles ont été consultées, certaines ont dit, ont suggéré certaines institutions, d'autres ont dit... Là, on va loin dans le rôle du juge, voilà, c'est une innovation. C'est une innovation, mais qui est faite pour que tout ça soit utile. L'objectif de tout ça, c'est que ce soit utile. Il ne faut pas reprocher aux juges d'être innovants, parfois. J'ai une question sur le rôle des ONG et des associations de défense de l'environnement que vous représentez tous les deux. Est-ce que les particuliers, un jour, ou est-ce que ça commence à venir, peuvent eux-mêmes aussi porter des affaires devant le juge? Est-ce qu'on a des classes actions? Je crois que c'est possible en matière environnementale, mais c'est encore peut-être pas trop dans notre culture juridique, mais il faut, pour une action telle que les Amis de la Terre, pour que ça marche, il faut que ça s'accompagne aussi d'un mouvement citoyen derrière? Oui, on a besoin de toute façon de cet engagement des citoyennes et des citoyens. Après, les classes à l'action à la française, c'est un peu compliqué à manipuler pour nous, associations environnementales. Donc nous, aujourd'hui, on est plus sur des regroupements d'associations qui vont ensemble porter des recours. Ce qu'on fait, Pollution de l'air ou l'affaire du siècle, c'est des recours portés par plusieurs associations et sur lesquels peuvent venir en soutien parfois des citoyennes et des citoyens ou des collectifs de citoyens et tout ça. Ce qui donne cette légitimité aussi. C'est-à-dire que ce qu'on a fait avec l'affaire du siècle sur les questions climatiques, c'est que les citoyens ne sont pas venus sur le recours, mais ils sont venus témoigner de leur situation personnelle face à cette crise climatique. Donc on a eu plusieurs, je n'ai plus les chiffres en tête, mais plusieurs milliers comme ça de témoignages, et témoignages au sens de témoignages déposés dans le recours, pas simplement des témoignages écrits et mis en ligne sur un site internet, mais qui témoignaient de la manière avec laquelle ces personnes-là étaient déjà victimes elles-mêmes de la crise climatique. Donc il y avait des vignerons qui avaient connu des sécheresses liées aux phénomènes météorologiques extrêmes, il y avait des arboriculteurs ou d'autres paysannes ou paysans qui étaient victimes de ça, il y avait des guides de haute montagne qui expliquaient que la fonte des glaciers rendait leur métier de plus en plus difficile et peut-être un jour allait disparaître, il y avait des personnes qui avaient leur maison qui était en train de disparaître à cause de l'érosion du trait de côte sur la côte dans le sud-ouest atlantique ou dans les Hauts-de-France. Donc des personnes qui venaient apporter effectivement leur propre témoignage pour renforcer l'argumentaire auprès du tribunal administratif de Paris. Donc c'est quelque chose d'intéressant, mais encore une fois, je pense que moi, ce que je trouve absolument enthousiasmant en ce moment, c'est qu'un recours vient bâtir quelque chose de supplémentaire sur un recours déjà précédent. Il y a vraiment une construction collective. Exactement, parce qu'on discutait là sur l'astreinte. C'est vrai que nous, au sein de l'affaire du siècle, on est en train de réfléchir si un jour il y a besoin d'une astreinte, et certainement il y aura besoin d'une astreinte, parce qu'on l'avait déjà demandé là. Comment on va s'organiser partant des leçons et du retour d'expérience du dossier pollution de l'air à Amis-de-la-Terre. Sabine Roux-de-Bézieux, vous hochiez de la tête sur le fait que c'est une construction collective. Oui, parce qu'on a parlé sur cette table ronde des scientifiques, de l'État, des particuliers, des associations. On a quand même oublié un grand acteur, ce sont les entreprises. Pourquoi ? Parce qu'au fond, ce sont elles qui détiennent les clés de la pollution de l'air et de l'eau, mais aussi des solutions pour les combattre. Et donc, c'est extrêmement important de travailler aussi sur le droit des sociétés. Ça a été évoqué tout à l'heure par Laurence Tubiana. On a des leviers possibles. Alors, un exemple très concret, c'est la déclaration de performance extra-financière des entreprises qui va être complétée en Europe par ce qu'on appelle la CSRD, la directive sur le reporting extra-financier. Ça, c'est un outil très important parce que finalement, ça oblige les entreprises à prendre conscience de leur impact, à l'évaluer
et à agir dessus. Nous, à la Fondation de la Mer, on a créé un référentiel océan qui donc fait ce travail d'identification des impacts de façon extrêmement large. Évidemment, ça inclut la pollution de l'air et de l'eau, mais ça inclut aussi l'impact sur l'artificialisation du littoral, ça inclut les atteintes à la biodiversité, etc. Donc, ces outils pour les entreprises d'évaluation d'impact et ces obligations de reporting peuvent vraiment changer la donne. Et on l'a évoqué aussi tout à l'heure, des grandes entreprises qui ont du mal à recruter, qui ont du mal à se financer parce que leurs activités sont nocives pour l'environnement, ce phénomène va se multiplier. Et donc les outils, encore une fois, pour ces entreprises, les outils d'évaluation et de reporting vont les encourager. Et parce qu'elles vont diriger les investissements ailleurs ou diriger les jeunes étudiants vers d'autres entreprises, vont les encourager à changer. Merci. On est obligé de s'arrêter maintenant. On n'a pas abordé tout ce dont on voulait parler, mais vraiment, je vous remercie infiniment tous les trois. Et notre dernière table ronde va s'intéresser à la participation du public. Et quoi de mieux pour illustrer ce thème que l'engagement d'une toute jeune femme. Elle s'appelle Camille Etienne, à 23 ans, native de Savoie. Elle est devenue l'un des visages de l'activisme pour la cause écologiste. Elle intervient régulièrement au Parlement européen, notamment avec Greta Thunberg. Sa vidéo « Réveillons-nous », diffusée après le premier confinement, interpelle sa génération sur l'urgence à venir. À l'université d'été du MEDEF, elle a secoué les entrepreneurs en suggérant de travailler moins et de revoir notre modèle économique fondé sur la croissance. Elle est prête à aller partout, à débattre avec tous. Camille Etienne, je crois qu'elle est dans la salle ce soir, on la salue. Bonsoir Camille. Et elle nous a envoyé une petite vidéo. Que peut le droit pour la cause environnementale? Voici sa réponse. Bonjour, c'est Camille Etienne, une jeune activiste de 23 ans pour la justice sociale et climatique. Et alors on m'a demandé de vous parler de en quoi le droit pouvait être un véritable outil dans la lutte contre le dérèglement climatique. Donc je m'excuse d'avance si j'utilise des mots qui sont des imprécisions ou des injures à votre travail, c'est juste que comme beaucoup de Français et de Françaises, le droit me paraît loin parfois. On a peu de formation à ce sujet-là. Et pourtant, j'ai pu faire l'expérience récemment de à quel point il pouvait être proche des gens, il pouvait nous être utile directement. On a décidé de manifester pendant 3 semaines devant l'Assemblée nationale quand ils étaient en train de voter nos députés la loi climat, parce que c'était une loi qui avait été sabotée par beaucoup de lobbies du plastique, de la publicité, etc. Et donc on s'est dit, soyons ce lobby citoyen, venons aussi que nos députés puissent nous rendre des comptes, puissent écouter nos paroles. Et ça a tellement bien marché qu'on a été interdit de manifestation par la préfecture de police. Et on a porté plainte contre la décision du préfet allemand qu'on a amené devant le juge des référés et décision qu'on a gagnée. Donc c'est peut-être la première fois où je me suis dit que le droit pouvait être, à l'inverse de tout ce qu'on entend, rapide, contraignant et efficace, et du côté de ceux qui sont en lutte pour un monde plus juste. Donc c'est peut-être la première leçon que j'ai retenue réellement du rôle du droit dans cette lutte contre le dérèglement climatique. La deuxième, c'est peut-être aussi que, contrairement à toutes ces COP, à toutes ces grandes réunions où il n'y a jamais rien de contraignant, le droit a ce pouvoir-là très très fort, qu'on a pu voir avec la décision donc de l'affaire du siècle, qui est pas rendue encore à l'heure où je fais cette vidéo, mais peut-être quand vous le verrez, ce sera déjà le cas. Mais surtout dans l'affaire Shell, où on a eu une réduction de 45% d'ici 2030. Aux Pays-Bas. Donc voilà, on rend compte que le droit peut, à ce niveau-là d'abord, obliger les États à agir. Et ça, malheureusement, on en a beaucoup besoin, parce qu'on n'a pas le temps d'attendre que ce soit que de la bonne volonté. Sinon, mon rôle ne servira plus à rien. Je serais ravie, d'ailleurs, si on pourrait simplement être juste dans la construction et pas toujours dans la pression. Mais les rapports de force fonctionnent comme ça. Donc face à l'inaction, on n'a pas d'autre choix. Et donc le droit peut être un vrai levier. Un autre levier qui est encore pas extrêmement exploité, à mon avis, c'est aussi tout ce qui va être des droits à la nature, tout ce qui va être l'écocide, tout ce qui va être des grands principes de droit, au nom desquels des citoyens, des citoyennes on pourrait imaginer qu'ils puissent porter plainte contre des entreprises, contre des États, pour leur inaction, au nom de ce principe-là. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que je vous invite à creuser. Et si c'est pas déjà le cas, j'imagine que c'est un sujet qui vous intéresse si vous êtes là ce soir. Mais il y a un vrai pouvoir derrière, et encore une fois, l'idée c'est de
de faire en sorte qu'on soit ensemble une société qui soit capable de ne pas s'autodétruire, parce que c'est ce qui est réellement en train de se passer, et face à l'urgence que nous rappelle le GIEC à chaque sortie de rapport, je pense que vous avez un rôle à jouer en tant que juriste particulièrement important et particulièrement urgent. Donc je compte sur vous aussi. À bientôt.